Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, en ce 25 février, eh bien, c'est une très belle journée qui s'annonce. Toute l'équipe de Bonjour d'Algérie d'Oran vous souhaite la bienvenue avec nous pendant 1h30 jusqu'à 10h. Eh bien, il sera question de parler et de commencer avec la première rubrique de notre direct aujourd'hui, comme d'accoutumé. Eh bien, notre conseillère juridique, Sabar Jamila, bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah. Il sera question de parler de... Donc, de la loi 04-18 qui est relative aux stupéfiants et psychotropes, donc préventive et répression. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de la consommation de la drogue et qu'a prévu le législateur sur les personnes qui en consomment et aussi qui, quand même, qui vendent et qui commercialisent. Qui marchandent justement sur... Et bien sûr, on ira au CRASC avec la présence de Cédar Benqada, chercheur anthropologue. Il sera question de parler de l'indépendance d'Oran à sa 229e année du joug espagnol. Et bien sûr, on ira... Ensuite, donc, j'aimerais bien connaître la suite du programme. Je suis curieuse. Eh bien, on parlera de nutrition. Aujourd'hui, il sera question de parler des régimes hyperprotéinés. Très intéressant. Oui, avec notre médecin nutritionniste, Bouklia Hassan Jamel, qui sera présent avec nous. Et bien sûr, on parlera aussi d'un livre qui a été édité. Alors, l'intitulé, c'est « Après Tamazir la Derija ». Aujourd'hui, on va parler de l'importance du dialecte. Tout à fait. On a plusieurs dialectes en Algérie. Tout à fait. Exactement. Alors, نفهموا هاجا ونهضروها كاع. Donc ça, c'est orané. C'est orané. Et bien sûr, on ira un petit peu fouiner dans la nouvelle architecture de décoration à l'intérieur pour changer notre intérieur avec des couleurs chaudes, des couleurs claires, des couleurs... Donc, on verra ça avec l'architecte qui viendra ici, Madame Nouha, qui nous donnera de bons conseils afin de changer notre intérieur suivant les années, suivant aussi pour moderniser un petit peu notre intérieur. Et bien sans plus tarder, on vous offre une très très belle interprétation de la troupe Issawa de Tlemcen et on se retrouve juste après. شاهدها ما يسول في حضره هيبه يا بابا قصتها قومان جذبه شات الموسم سعيد رجال ونساء يا بابا في ربيع الخير والزهار مكسيه برحل بشعور غليسه يا بابا تبكي وتقول بالجهار العطفال الله يا الهادي بن عيسى يا بابا يا شامخ الخضار ضايفنا يا شامخ الخضار العطفال الله يا الهادي بن عيسى يا بابا ضايفنا يا شامخ الخضار ضايفنا يا شامخ الخضار
كان سدود خيبر لعنك يا واسع الرحال انت اصل الجود والفضايل العديده يا بابا وانت طول الظهر تنفصل انت يدك ما تسول بالخير النيده يا بابا مددك يكفي من الورى انت مول النار الكريمه السعيده يا بابا من يوقف في بابها سعاد انت الغوت اللي محصنه عليك شميسه يا بابا انت المعبد البرق والفجار وحيتي في بلاد ربنا كل غيسه يا بابا وصبحتي في الارض كالبحر Très belle interprétation de la troupe de Issaoua de Tlemcen. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce passage, comme nous d'ailleurs. Hein, Sabar Oui, Jamila? bien sûr, j'adore. Donc, surtout Issaoua, Tlemcen, Mostaganem, il y a Constantine aussi. Exactement. Voilà. Eh bien, on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et sans plus tarder, on parle aujourd'hui de la consommation de la drogue, surtout, et qu'a prévu le législateur dans le cas où ils sont en... C'est-à-dire s'il y a un ratissage où on trouve des jeunes, que ce soit mineurs ou majeurs, en détention de cette drogue, eh bien, qu'est-ce qui définit une drogue déjà? Bon, une drogue, c'est-à-dire une drogue, c'est des produits qui altèrent les capacités mentales. Donc, ça, c'est une drogue. Et la classification, parce qu'il faut différencier entre stupéfiants et psychotropes. Hein. Voilà. Donc, quand on parle de stupéfiants, automatiquement, on parle de drogue. Le drogue, c'est plusieurs natures de drogue. C'est-à-dire, comment on peut dire que cette drogue, elle est drogue dure ou autre? Effectivement. Voilà. Donc, parce qu'il y a des drogues qui sont très dangereuses. Très dangereuses, voilà, à l'extrême. Voilà. Donc, c'est leurs composants. Donc, dans la drogue, on peut trouver du cannabis, qui a été toujours consommé par les pays de l'Afrique du Nord, les pays de l'Orient aussi. Amérique du Sud aussi. Voilà, tout à fait. Donc le cannabis, mais c'est moins léger que les drogues dures. Ensuite, il y a eu des drogues synthétiques aussi. Synthétiques comme l'héroïne, le cannabis et d'autres aussi. Donc ça, c'est des drogues synthétiques qui se préparent dans des laboratoires avec des produits très dangereux et qui altèrent vraiment le cerveau de la personne. Donc, les conséquences de cette drogue, des fois, elle peut être très dangereuse, qui peut, voilà, où la personne, donc elle a les cellules du cerveau qui commencent à se détériorer. Exactement. Voilà. Et même dans ses actes. Elle n'a plus de contrôle déjà. Tout à fait, sur ses capacités mentales et tout. Et cette personne c'est-à-dire même la drogue, pourquoi on dit drogue? C'est-à-dire, elle laisse la personne sous influence, elle peut commettre n'importe quoi comme acte. Il y a des crimes, il y a des viols, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on peut considérer les psychotropes, c'est-à-dire l'ingurgitation des psychotropes, en tant que drogue?
Est-ce que c'est pareil? Oui, bien sûr. Donc, bon, il y a une différence sur leur nature, leurs composants. Mais les psychotropes rentrent dans la répression, dans la loi, la répression contre les stupéfiants, contre la drogue. Et les psychotropes, on a nouvellement parlé des psychotropes. Hein, Oui. parce que la loi algérienne d'avant ne parlait pas de psychotropes. Ça, c'est une nouvelle entrée en matière de législation. On parlait, parce que la loi concernant la répression des stupéfiants, des drogues, quand on parle de stupéfiants, c'est les drogues, c'était pas une loi autonome. Elle dépendait de la loi de la santé qui datait de 1985. Quand même. Voilà. Donc, elle parlait que de stupéfiants. Elle n'a jamais parlé de psychotropes. Ce n'est qu'avec l'avènement de la nouvelle loi 04-18. Ils ont introduit. La loi est devenue autonome. Donc, elle est sortie de la loi concernant la santé. La santé. Voilà, complètement, elle est devenue autonome. Et on a parlé de loi. Et on a parlé de prévention avant la répression. Ah. C'est l'Algérie parmi les pays qui a cité la prévention avant la répression en matière de stupéfiants et psychotropes. Parce que les autres pays, c'est la répression. Hein, donc, alors, on a parlé de prévention et de répression en matière relative, c'est-à-dire tout ce qui concerne les stupéfiants et psychotropes. Donc, on voit que les psychotropes, on en parle pour la première fois. Ah, voilà. Donc, très bien. Alors, quelles sanctions en cas de possession justement de drogue? Alors, on parle beaucoup plus des personnes majeures. Tout à fait. Parce qu'il y a une différence entre les personnes majeures et les personnes mineures. Tout à fait. Donc, quelle sanction? Alors, la loi, il y a plusieurs articles. Est claire. Voilà. Et on a plusieurs. Donc, la détention, ça dépend des quantités aussi. Ah. Voilà. Et ça commence à partir de quelle quantité? D'un gramme, d'un demi-gramme, d'un joint, et ça peut aller à des tonnes. Hein. Voilà. Ouais. Donc, mais ce qui me fait, moi, on est choqués d'ailleurs, nous, ce qui nous fait, chaque jour que Dieu fait, ici, en Algérie, il y a une arrestation, c'est-à-dire des groupes, hein, c'est des associations. Justement, donc, oui. Voilà, de drogue dure, des milliers de psychotropes, chaque jour, on entend. D'ailleurs, on en voit sur le JT. Voilà, et ça devient très grave, donc il faut réagir. C'est-à-dire qu'on voit que cette loi n'a pas, n'a pas donné l'effet escompté. Là, c'est le rôle des parents. Aussi, voilà. Parce que nous, on pense que les parents sont des missionnaires. L'État ne peut pas remettre sur les rails les enfants aussi, c'est pas évident. Donc, il faut dire que tout le monde est concerné. Tout le monde, toute la société. Et d'ailleurs, il y a eu des partenariats, des études. Moi, je sais qu'il y a eu, l'Algérie a participé à au programme de Mednet. Donc, c'est un programme méditerranéen donc, chapeauté par la France, donc, qui a touché pas mal de pays méditerranéens. Malte, ça a commencé avec Malte, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie. L'Algérie, donc, ils ont participé et ils ont même permis à ce groupe, d'ailleurs, il l'appelle, c'est un réseau, hein, Mednet, voilà, donc, de chercheurs européens. Il l'appelle le réseau Pompidou. Donc l'Algérie, donc l'État algérien a même participé, même l'Office national de lutte contre la consommation de la drogue, le trafic de stupéfiants et psychotropes, ils ont participé avec un sondage au niveau du milieu scolaire, c'est-à-dire tous les paliers, hein, qu'ils soient primaires, secondaires et universitaires. Oui. Et je pense que même cet office-là a même participé avec le CRASC. Ils ont fait un avis d'appel d'offres. Donc le CRASC a participé à une étude, je pense, dans ce genre. Revenons à la loi 04-18. Voilà. Donc il y a un article que les gens ignorent, les citoyens algériens ignorent, même les parents. Quand on a un enfant qui est toxicomane, ça veut dire drogué. Donc, il consomme tout, hein, qu'il soit drogue, qu'elle soit drogue simple, allant du cannabis aux drogues dures. Il y en a ceux aussi qui fabriquent leur propre drogue à la maison. Tout hein. à fait. Donc, tout à fait. D'ailleurs, avant-hier, il y a eu le procès, on appelle, des 13 pharmaciens. 13 pharmaciens. Ils étaient un groupe de 18. Il y avait 13 pharmaciens. Même il y avait des couples de pharmaciens qui avaient loué un garage. Et ils ont créé un laboratoire clandestin où ils fabriquaient des psychotropes de marque Lyrica
Il ne faut pas donner la marque. Il faut Non, pas non. donner- Non, non, mais c'est connu, il y a le d'accord, communiqué. ok. Non, 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 moi, quand d'accord. je parle, c'est que ça a été public. Voilà. Donc, ils fabriquaient ce genre, ils vendaient la boîte à 7000 dinars. Ah, quand même. Oui, ah, oui, oui, oui. Un groupe de 18, dans 13 pharmaciens. Oh là là. Et même couple de pharmaciens. Moi, je ne parlais pas de ça, hein, en Voilà. fait. Moi, je parlais beaucoup plus des personnes qui n'ont pas les moyens, justement, d'acheter ces psychotropes et tout pour se droguer. Donc, ils fabriquent eux-mêmes leur drogue à base d'alcool, de limonade et ainsi de suite. Et ça leur fait une drogue et ils sont... Voilà. Et voilà. quand il y a des drogués qui n'ont pas les moyens de se permettre des drogues, ils deviennent dealers. Ben oui. Voilà, pour se permettre, pour avoir leur dose. Exactement. Et là, quand on devient dealer, on est toxicomane, on devient dealer. Il y a des jeunes qui sortent à peine de l'adolescence et tout. Là, et quand ils sont arrêtés en possession de drogue, Il y a même des adolescents. oui, pas beaucoup. Puisque ça commence au primaire actuellement. Ils ont fait des enquêtes. Exactement. Ça commence, Tout petits. Ils voilà. sont tout petits, oui. C'est des clients potentiels pour les trafiquants de ouais, drogue, ouais, les ouais. narcotrafiquants et tout. Donc, alors, quand il y a quelqu'un qui est arrêté en détention de drogue, et à la base, il est donc toxicomane, il y a une loi, l'article 6 de la loi 04-18, qui permet à cette personne, c'est-à-dire dans le cas où elle accepte ce qu'on appelle une injonction thérapeutique, elle accepte de se faire soigner Désintoxiqués. dans un centre de désintoxication, toutes les poursuites judiciaires sont arrêtées. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est une bénédiction, c'est du Bien pain sûr, béni, hein, comme mais on bien le dit. sûr. Voilà. Et les gens ne connaissent pas ça. Donc il faut vulgariser cette loi, il faut leur dire qu'il existe, d'ailleurs la loi 04-18, elle commence par prévention et répression. Prévention, elle commence par la prévention. Prévention. Elle permet aux jeunes de se rattraper, d'aller se faire soigner, de se désintoxiquer. Et toute procédure est arrêtée. Mais c'est incroyable. Bien sûr, Voilà. ça c'est un, on va dire, comme on dit en arabe, c'est da'wat al-khair. Exactement. Voilà. Alors, Oui. donc, il faut- Déjà, on va récupérer notre santé, Tout à fait. on va se désintoxiquer, Voilà. on va pouvoir, on va dire, s'initier. Et tout est gratuit en plus. Et hein, c'est au gratuit. service de Et l'État. c'est Donc, gratuit. donc, ils ne pourront pas trouver meilleur que ça. L'Algérie a Et toujours- reprendre une bonne place Tout dans à la fait, société. dans la société, surtout pour nos Oui. jeunes et tout. Alors, on voit des jeunes qui sont arrêtés, ils vont en prison. Donc, Ouais. quand ils sortent, ils deviennent encore plus toxicomanes. Comme qu'avant. Voilà. Et en prison, ils tombent malades parce que quand il y a le sevrage, donc il a la drogue qui s'arrête. Il ne peut plus... D'entrer, en plus. Voilà. Donc, il tombe malade, il y a des vomissements, des crises. C'est comme des crises de folie. Il devient hystérique, des vomissements, des douleurs atroces. Donc, pourquoi ne pas appliquer l'article 6 de la loi 04-18? Il faut que tout le monde le sache. Eh ben Essayez oui. de sauver vos enfants. Eh ben oui, Voilà. alors, et quelles sont les procédures à suivre dans le cas où il y a une détention de drogue? Donc, quand il y a une détention de drogue, Voilà. alors je vais vous dire, quand quelqu'un essaye de vendre ou il est en détention de drogue pour commercialiser, Voilà. ça dépend, des fois il y a la détention, mais la détention il dit pour consommation. Mais quand on trouve une quantité quand même assez conséquente, on sait que c'est pour commercialiser. Bien sûr. Donc, quand on arrête la personne, si on la trouve, c'est-à-dire elle est arrêtée en voulant vendre et commercialiser cette drogue à un mineur, Oui. ou à un handicapé, ou à quelqu'un qui est en pleine cure de désintoxication, Bien sûr. la peine est doublée. Ah. Voilà. Et elle varie de à. Elle va jusqu'à 20 ans. Ben voilà. Voilà, jusqu'à 20 ans et 500 000 dinars d'amende. D'accord. Voilà. Très Et bien. quand il est arrêté, c'est-à-dire dans le cadre d'une commercialisation, donc là, ça dépend de la quantité. Donc la procédure, il n'y a pas une procédure à suivre, c'est les services de sécurité qui arrêtent cette personne. Donc elle est arrêtée, elle est en garde à vue. Donc la garde à vue légale, elle est de 48 heures, mais en matière de trafic de drogue et de terrorisme, elle peut aller jusqu'à 144 heures, c'est-à-dire 6 jours de 6 garde à jours, vue. 144 Prolongée heures. sur ordre réquisition du procureur de la République. Ah, très bien. Voilà. C'est-à-dire pour qu'ils auront le temps d'arrêter d'autres, parce que c'est des réseaux. Hein. Alors, on parle beaucoup plus des personnes majeures. Majeures. D'accord. Voilà. Et dans le cas où il y a des personnes, ce sont des mineurs, Bon. moins de 18 ans. Ouais, mineur, quand il est arrêté, donc les parents sont convoqués.
Et donc, si on lui constitue un avocat, les parents ont les moyens, c'est bon. S'il n'a pas, donc on lui désigne un avocat d'office. Il y a les centres de rééducation. On commence. Donc, alors l'enfant, ça dépend aussi le mineur des quantités. Dans quel état il est. On peut jouer sur l'article 6 pour le mineur. Donc, l'hospitaliser pour une cure, voilà, mieux que de le mettre dans un centre parce qu'il va rencontrer d'autres personnes, d'autres délinquants et tout. Donc, dans un centre, le désintoxiquer, il peut reprendre une vie normale. Voilà, mieux. Mais la peine, elle est toujours, pour le mineur, elle est divisée en deux. Hein. En deux. Voilà, elle est toujours, même les amendes, tout. Passible de faire de la prison? Oui. Si toutefois, par exemple, une personne qui a atteint sa majorité et dont la sanction, elle a été par exemple de 15 années. Alors le mineur, il peut avoir la moitié. de... La moitié. Ah d'accord. Mais le mineur, il a des circonstances atténuantes. Atténuantes. Beaucoup. Parce que les parents, ils sont, ils sont plus responsables. Des fois, c'est des mineurs qui vivent dans la rue, des mineurs abandonnés. Moi, je dirais non. Hein, parce que généralement, les mineurs, quand ça concerne les mineurs, il y a des parents INS. Il y a des parents qui sont des missionnaires. Tout à fait, je suis d'accord. Comment se fait-il qu'il a un gosse de, je ne sais pas, de 10, 12, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, en pleine, on va dire, transformation, vous le laissez à l'extérieur sans vous douter où est-ce qu'il passe sa journée, avec qui et comment? Tout à fait. Surtout que maintenant, c'est trafiquant. L'État n'est pas responsable. Voilà. Qu'on arrête un petit peu. Non. Voilà. C'est-à-dire, on n'incombe pas la responsabilité totale à l'État. Voilà. Non. Voilà. Mais il y a les parents, il y a l'école, tout le monde est responsable et tout le monde a une part de responsabilité. Beaucoup plus les parents. Ben, c'est beaucoup certain, plus les parents. c'est leurs enfants quand même. Exactement. Donc, par exemple, on a même remarqué que dans les salles de jeu, on arrivait même il y avait des dealers donc, qui vendaient la drogue, les psychotropes, voilà. Alors, ne laissez pas vos enfants aller dans des salles de jeu comme ça. Voilà, donc on clôture avec, on va rappeler à nos chers amis téléspectateurs que la loi 06... 04-18. Ah, 04-18. L'article 6. Ah d'accord, voilà. L'article 6 de la loi 04-18 qui dit... C'est-à-dire, si la personne arrêtée est d'accord pour une cure de désintoxication, c'est-à-dire toutes les poursuites judiciaires et l'action publique est arrêtée. Très bien. Comme s'il n'a jamais été arrêté. Ah ben voilà. Et quel est le sujet proposé pour la semaine prochaine? Alors, Inch'Allah, on nous a sollicité pour les mandats d'arrêt internationaux et l'extradition. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Merci. Merci à vous. Alors, on va y aller... non, je ne vais pas vous lâcher comme ça facilement puisque je vais vous emmener avec moi faire une petite balade à travers Wahran. Ah, magnifique. Alors, c'est un sujet qui nous a été... c'est un montage qui nous a été réalisé par le service de l'infographie de la station régionale d'Oran, eh bien par Khaled Oudahi. Alors merci beaucoup Khaled de cette vidéo.
Eh bien, Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales et il est question maintenant justement de parler de la commémoration de l'indépendance d'Oran, du joug espagnol à sa 229e année. Eh bien, on va en parler de cette journée qui est programmée au CRASC le 28 février avec notre ami chercheur, anthropologue au CRASC. Eh bien, Monsieur Cedar Benkada, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de partager avec vous un moment d'histoire. Vous êtes un passionné, justement. Eh bien, on va parler un petit peu de cette période coloniale qui, on va dire, Oran a été on va dire, colonisé par l'Espagne, bien sûr pendant longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de cette période? Oui, à vrai dire, ce n'est pas une colonisation comme elle a été faite du temps des Français, mais c'est une présence militaire. Parce que les Espagnols, depuis 1509, ils ne sont pas sortis des murailles d'Oran. Très bien. Donc c'était la ville, et Mercé Kébir, ils sont restés à l'intérieur des murailles. Il n'y a pas une colonisation au sens moderne du terme. Très bien. Et il y a eu deux périodes. La première période de 1509 à 1708, qui est la plus longue, la plus militaire, et la deuxième de 1732 à 1792. Et justement, 1792, le 28 février prochain, au CRASC, il va avoir lieu la commémoration de la libération d'Oran. De la libération du joug espagnol. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la préparation de cette journée commémorative de l'indépendance d'Oran? Cette journée, elle n'est pas la première. Il y a depuis une vingtaine d'années, chaque année, un laboratoire de recherche au CRASC commémore, organise cet événement en invitant les historiens, en invitant les anthropologues, en invitant les journalistes, toutes les personnes, même les passionnés de l'histoire d'Oran, et ils sont nombreux. Ils viennent et on commémore ensemble cette grande date qui, depuis 1992, c'est la première fois, à l'occasion du bicentenaire Oui, d'Oran. de la libération d'Oran, oui. 1992, malheureusement, les événements politiques et la conjoncture actuelle n'ont pas permis de célébrer cette date, mais depuis 1992, chaque année, presque chaque année, on la commémore et cette année, elle va être un peu grandiose. Eh bien, puisque vous êtes en train de me parler justement de cette grande date qui marque l'histoire d'Oran, alors quelle est l'importance justement de cette date? Ben, elle ne marque pas que l'histoire d'Oran. C'est l'histoire de l'Algérie. Du Maghreb. Du Maghreb, effectivement. Et de la Méditerranée. Et de la Méditerranée, parce que libérer Oran après 3 siècles d'occupation étrangère, espagnole en l'occurrence, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ça a été une grande date, elle est toujours une grande date historique dans l'histoire du Maghreb et de la Méditerranée. Et il ne faut pas oublier qu'au point de vue fortification, les Espagnols ont fait d'Oran ce qu'ils ont fait à Maastricht, en Hollande. Effectivement. C'est un musée d'architecture militaire à ciel ouvert. À ciel ouvert, effectivement, oui. Jusqu'à présent. C'est une ville fortifiée. Très fortifiée. Très fortifiée, d'ailleurs. Justement, quand on parle d'Oran, on parle de Mercé Kébir. Effectivement. Ah bah oui. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un événement au niveau du Maghreb. Très bien. Alors, on va y aller maintenant vers le programme du 28 février au CRASC. Alors, qu'est-ce qu'il y aura, Monsieur Cedar Benkada? Il va y avoir une rencontre entre les historiens, entre les littéraires aussi, beaucoup de monde, surtout les historiens qui travaillent sur cette période-là, sur la période ottomane, algéro-ottomane en Algérie. En Algérie. Justement, vous avez justement une contribution exactement dans ce programme. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre communication? Ça va être ça va être vraiment... Non, ce n'est pas... Mais c'est un plaisir. Non, bien sûr, ce n'est pas un secret. Non, moi, je vais intervenir. On m'a demandé d'intervenir sur
l'après-libération, lorsque le bey Mohammed el-Kébir, le grand moujahid, le grand conquérant, il a libéré Oran le 27 février 1792. Qu'est-ce qu'il a fait après à Oran, lorsqu'il a libéré Oran? Quels ont été les travaux, les aménagements de la ville? Comment il a rendu Oran musulman? Après, qu'Oran ait été espagnol. Quel a été le cachet qu'il a donné à la ville? Surtout que les Espagnols ont laissé quand même des traces vraiment dans, on va dire, dans la population oranaise. D'ailleurs, jusqu'à maintenant. Pas dans la population, mais dans les monuments historiques, oui. Mais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, mais pas dans la population. Parce que... On trouve nos grands-mères qui parlent couramment l'espagnol, oui, mais ça c'est déjà. après. Non, ça c'est après. Ah, d'accord. C'est durant la colonisation française. Non. Parce qu'il faut dire que s'il y a deux populations qui n'étaient pas tolérées par les Espagnols, c'était les musulmans et les juifs. Bah oui. Donc c'était un préside militaire où il n'y avait que la population, un peu de population civile espagnole, mais beaucoup de militaires. Mais il n'y avait ni musulmans, sauf les harkis espagnols, les mogatas, comme on les appelait à l'époque, et ils n'étaient pas nombreux, et il n'y avait pas aussi de juifs. Il n'y avait ni mosquée ni synagogue à l'époque espagnole. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ah, d'accord. Voilà. Donc, nos grands-mères, nos grands-pères qui parlaient espagnol, ça, c'est venu après. Bien après, d'ailleurs. Ouais, c'est avec la colonisation française, avec les immigrés espagnols qui sont venus avec la colonisation française. Alors, et qu'a été l'impact, justement, du passage espagnol à Oran? L'impact, il a été très important, parce que, justement, pourquoi, on se pose la question, pourquoi Oran était visée? Elle était occupée par les Espagnols. D'ailleurs, c'était les présides sur la côte maghrébine. Maghrébine, oui. Donc, il y avait au Maroc, il y avait Ceuta, qui est toujours espagnol. Il y avait Melilla, qui est toujours espagnol. Espagnol, effectivement. Et il y avait Oran, qui a été libéré en 1792. Il y a eu Bougie, Bjaya, à un certain moment, mais qui a été libéré. Mais en Algérie, la dernière ville qui a été occupée par les Espagnols, ça a été Oran et Mers el-Kébir en 1792. Et là, il faut le dire, lorsqu'on parle de la libération d'Oran, nous sommes forcés d'évoquer le rôle du djihad du bey Mohammed el-Kébir. Et c'est grâce à lui et aux populations de Mezouna, de Mascara, de Tlemcen, de Ndoroma, de Moustaganem, qui l'ont aidé à libérer la ville en 1792. Et c'était un bey très, très novateur. D'ailleurs, Oran ne se détache jamais de son histoire, de sa grande histoire, justement, parce que Oran ne se limite pas uniquement de l'occupation espagnole, mais elle a vu beaucoup de passages, on va dire, de différentes civilisations qui ont fait, justement, la culture oranaise. Mais elle s'est imprégnée beaucoup plus de la culture espagnole. Qu'est-ce que vous nous dites sur ça? Je suis très mal placé pour parler. En tant que chercheur anthropologue. Oui, mais il y a des chercheurs mieux placés que moi, les hispanisants. À Oran, ils travaillent sur la période d'avant 1792 et d'après, les linguistes, surtout les spécialistes de la langue espagnole, ils sont mieux placés que moi. Il faut les inviter un jour parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur le langage, sur les pratiques. Nous, en tant qu'anthropologues, on travaille sur les traditions. On travaille sur les traditions, on travaille sur les... Est-ce qu'on a pris quelques traditions espagnoles où on les a un petit peu, on va dire, on les a introduits justement dans notre culture? Il y a la musique, il y a la cuisine, il y a la gastronomie, oui. Il y a le langage. Effectivement. Il y a le langage. Oui, c'est vrai, il y a la littérature aussi. Mais surtout, je crois, l'impact, ça a été le langage. C'est la langue espagnole. C'est la langue espagnole. Mais qui s'est développée, c'est paradoxal, avec la colonisation française, et non pas avant. Ah ben voilà. Ah oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit,
mes camarades et mes collègues hispanisants sont mieux placés que moi pour parler de ce phénomène. Eh bien, pour clôturer, on va parler de votre nouvel ouvrage. Bon, certainement, on ne va pas le décortiquer, donc on aura vous aurez d'autres passages avec nous pour parler de ce bel ouvrage, Oran 1732 jusqu'à 1912. Alors, essai d'analyse de la transition historique d'une ville algérienne vers la modernité urbaine. Alors, je crois qu'on aura notre réalisatrice qui va zoomer sur le livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ouvrage? En réalité, c'est une thèse. C'est la thèse que j'ai soutenue en 2008, lorsque j'étais maire d'Oran. Et cette thèse, elle a été, grâce à l'initiative du CRASC, de la reproduire telle qu'elle. Elle est sous la forme de thèse, sous la forme de thèse. Donc, et cette thèse, c'est un peu l'histoire urbaine de la ville de 1732, l'époque espagnole, jusqu'à 1912, l'époque coloniale, avec au milieu la période du Bey Mohamed el-Kbir, la période ottomane de 1792 à 1831. Effectivement. Donc, merci, Sadr Benrada. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce moment d'histoire, justement, sur la ville d'Oran, qui est toujours passionnante pour nous et pour toute l'Algérie. Donc, je vous souhaite, on va dire, une belle journée du 28, puisque c'est toute la journée avec des intervenants, des chercheurs, des anthropologues qui vont intervenir concernant cette période, on va dire, d'occupation et non pas coloniale, comme vous l'avez souligné. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, eh bien, on va y aller voir un petit peu quels sont les bienfaits des fruits secs. Et on se retrouve juste après. Amandes, noisettes, noix, figues, abricots, pruneaux ou raisins séchés. Les fruits secs, des fruits frais ayant été déshydratés et leur consommation remonte déjà au Moyen-Âge où des fruits secs sont devenus incontournables. Les Romains aimaient déjà picorer des noisettes, des figues ou encore des dattes. Quels sont les bienfaits des fruits secs? Eh bien, les fruits secs sont plus riches en acides gras, en oméga 9, 3 et 6. Par contre, les fruits séchés sont pauvres en acides gras saturés, ce qui est bon pour notre système cardiovasculaire. Les fruits secs ou séchés vont permettre de rééquilibrer les apports en lipides. Ils sont une bonne source de vitamines, bons pour la santé et pour l'organisme. En clair, ils possèdent acides gras essentiels, des fibres, des vitamines A, B et C, des minéraux et oligo-éléments, glucides qui sont des sources d'énergie. Les fruits secs sont des bonnes calories, donc il serait bien de les intégrer à votre alimentation. Les fruits secs améliorent le flux sanguin, ils boostent également l'organisme. Les fruits secs possèdent une faible teneur en eau comparée aux fruits frais et ils sont plus riches en un peu plus caloriques, mais rassurez-vous, de bonnes calories. Mais quelles sont les catégories des fruits secs? Il existe deux catégories. On les retrouve sous le nom de fruits à coque. Ils aident à couper la faim. Amandes, noix, noisettes, noix de pécan, pistaches, cacahuètes, noix de cajou, noix de macadamia, etc. Les fruits séchés, ce sont tout simplement des fruits frais qui ont été déshydratés et ils sont très moelleux, comme raisins secs, abricots séchés, pommes séchées, bananes séchées, figues sèches, dattes, pruneaux, gingembre et beaucoup d'autres. Mais quelles sont les contre-indications? Il faut faire attention aux allergies causées par les fruits secs. Faut-il manger plus de fruits secs? Quelle que soit l'activité qu'on a dans la vie moderne, les fruits secs sont bien pratiques. Il suffit d'en manger de faibles quantités pour avoir de l'énergie et tout un apport en sels minéraux, fibres et oligo-éléments. Comment conserver les fruits secs? Eh bien, les fruits secs peuvent se conserver entre 6 et 12 mois au sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Pour une conservation idéale, les mettre dans des bocaux hermétiques en verre. Eh
Eh bien, Coral est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie et sans plus tarder, on parlera aujourd'hui des régimes hyperprotéinés avec notre médecin nutritionniste Djamel Bouklia Hassan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi avec nous le sujet concernant les fruits secs. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Sur ça, bon, la consommation des fruits secs est indiquée, bon, mais essentiellement chez une personne en poids normal. Hein, donc on peut tolérer 20 à 50 grammes, par exemple, de noix ou d'amandes par jour en collation. Ça serait bien, grâce à tout leur gras, disons. Leur hein. valeur nutritive. Voilà. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce que les régimes hyperprotéinés? Alors, les régimes hyperprotéinés... On entend beaucoup parler de ça. Hein. Oui, c'est des régimes Ces qui sont dernières tendance, voilà, c'est depuis la fin des années 80, etc. Il y a eu une nouvelle tendance et qui ont été beaucoup mis en valeur par le docteur Ducamp, le fameux régime Ducamp. Donc c'était un régime hyperprotéiné. Ça a marché, ça marche. Et ça marche toujours. Oui. On peut garder le même poids quand on atteint, on va dire, le poids. Alors oui, ça, j'en reparlerai dans un petit moment, mais il faut dire l'idée du régime hyperprotéiné, c'est de remplacer une partie de son régime par des protéines. Très bien. Hein, donc le principe est simple, le processus. Alors il s'est avéré que si par exemple dans un régime normal on a 10 à 15% de protéines dans notre menu, si on passe à 20 ou 30% de protéines à la place des 10-15%, on se rend compte qu'il y a une perte de poids, une petite perte de poids et qui se stabilise dans le moyen terme. Ah d'accord. Voilà. Donc c'était à partir de là que l'idée est partie. Et le régime hyperprotéiné, non seulement il aide à perdre du poids, mais il préserve la masse musculaire. Donc on évite la fonte musculaire. Quand plutôt brûler des graisses que brûler des muscles. Oui. Voilà, donc c'est ça le principe lui-même du régime hyperprotéiné. Alors, il est destiné à qui déjà un régime hyperprotéiné? Alors, un régime hyperprotéiné ou un régime enrichi en protéines. Hein. Donc, si l'on veut, bon, la majorité du public maintenant utilise le régime hyperprotéiné dans un but amincissant, amaigrissant. Mais le régime enrichi en protéines, on l'utilise aussi chez des patients ou patientes qui sont en maladie chronique. Par exemple, chez les brûlés, les protéines aident à la cicatrisation. Ah, d'accord. Chez les personnes qui sont dénutries, les vieillards, les personnes âgées, on leur fait des compléments, que ce soit sous forme de poudre ou de lait ou n'importe quoi, en protéines, pour éviter la dénutrition. Hein, d'accord. On voit chez les sportifs, maintenant, la tendance, c'est l'utilisation de protéines en poudre pour augmenter leur masse musculaire. Hein, donc voilà, en gros, il y a plusieurs catégories de personnes qui peuvent utiliser les régimes enrichis en protéines. Et une grande partie les utilise pour la perte de poids. Très bien. Et quels sont les aliments qu'on peut prendre, on va dire, pendant le régime hyperprotéiné? Déjà, alors le régime hyperprotéiné, il est efficace parce qu'il a un effet rassasiant. C'est-à-dire quand on mange des protéines, c'est des coupes-faim. Ah, d'accord. Le rôle des protéines, c'est que pourquoi ce régime agit bien, c'est parce qu'il coupe la faim. Hein. Donc il y a ça. Et deuxièmement, il agit sur le métabolisme de base. C'est-à-dire que nous, on est programmé génétiquement pour survivre. Hein. Donc quand on suit un régime hypocalorique, le corps, après 2-3 jours, il va baisser son métabolisme pour préserver. Donc il va limiter la perte des réserves. Mais quand on consomme un régime hyperprotéiné, ce délai passe à 8 jours. Donc pendant 8 jours, on est en train de brûler des graisses. Voilà, c'est ça les effets, disons, un petit peu le mécanisme de fonctionnement hein, du régime hyperprotéiné. Voilà. D'accord. Alors, et quels sont les aliments interdits? Alors, les aliments interdits, c'est comme... pendant le régime. Ouais, c'est comme tout... Parce que le régime hyperprotéiné est un régime hypocalorique, lui aussi. Et donc, tout ce qui est lipides, glucides, il faut
soit les interdire, soit les limiter d'une façon drastique, c'est-à-dire très importante. Hein. Donc tout ce qui est pâtisserie, sucrerie, Ce qui est bon, quoi. tout ce qui est bon, voilà. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, il faut, Oh là il là, faut éviter. ça veut dire les tartes au citron à bannir. Ah bah, tout à Oh fait. là là. Ça c'est la première règle. Hein. Oh là là. D'ailleurs, pour tout régime, hein, on ne va jamais faire un régime amincissant en consommant de la pâtisserie ou de la tarte au citron. Hein. Ça, c'est contradictoire. Eh ben oui, ça c'est sûr. Voilà. Alors, il faut donner quelques conseils quand on veut utiliser un régime hyperprotéiné. Bon, déjà, il va nous donner une mauvaise haleine. Hein, donc pour cela, il faut utiliser des bains de bouche, du chewing-gum. Pourquoi? Ben déjà, la mauvaise haleine, c'est un point qui nous dit que le régime fonctionne. Parce que l'organisme, quand il commence à brûler des graisses, il est en cétose nutritionnelle. Et donc, il y a des résidus qui sont éliminés par l'expiration. Voilà, donc ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe Donc, du fonctionnement. Voilà, mais c'est un bon signe et en même temps un inconvénient. Hein, pour certaines personnes. Oui, parce que ça va être gênant quand même. Tout à fait, oui. Ensuite, les inconvénients dans ce régime, c'est le manque de variété. C'est-à-dire qu'on va manger beaucoup de protéines, toujours la même chose. Après, on a moins de choix. Et de la même façon, aussi cuit de la même manière. Voilà, il y a la lassitude, et donc il y a un risque de lâcher. De lâcher. Et alors, à ce moment-là, il y a reprise. Donc, on évite ça. Donc, on leur conseille d'utiliser énormément les épices et les condiments pour faire donner du goût, de la texture aux aliments. Hein. Un autre inconvénient, c'est que, bon... Le transit est ralenti. Il y en a souvent des ballonnements, de la constipation. Hein. Ça, les gens qui font de la musculation le savent bien. Ceux qui consomment beaucoup de poudre de protéines. Et aussi, on est irritable. On est un petit peu, il y a une irritabilité. Voilà, parce qu'on manque de sucre. Ah, voilà. Parce qu'il y a une addiction, donc on fait une privation, donc la personne, elle est un petit peu irritable. Bien. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur... alors, qu'est-ce qu'on peut consommer comme... Alors, oui, je voudrais parler d'un point, ce sont les contre-indications du régime. Justement, j'allais arriver, quelles sont les contre-indications justement du régime hyperprotéiné? Voilà. Il y en a beaucoup, je pense. Hein. Oui, il y en a quelques-unes. Très importantes. Très important. Il faut pas utiliser ce régime d'une façon... Comme ça, anarchique. Anarchique, oui. C'est pas un régime anodin. Hein, d'accord. Donc, par exemple, les diabétiques de type 1 qui sont sous insuline, c'est contre-indiqué. Les insuffisants rénaux, ceux qui ont des problèmes de reins, parce que voilà, on le recommande d'ailleurs quand on utilise un régime hyperprotéiné, il faut boire énormément d'eau et à volonté. Les insuffisants hépatiques, donc parce qu'il y a le foie qui fonctionne, qui est en insuffisance, d'accord. Ceux qui ont des problèmes cardiaques, insuffisants cardiaques ou pathologies cardiaques, voilà, les hypertendus aussi. Les femmes enceintes ou qui allaitent, donc il ne faut pas utiliser ce régime. Et chez les adolescents, il faut éviter d'utiliser ce type de régime. Parce qu'ils sont en pleine croissance. Ouais, c'est des régimes déséquilibrés, disons, hein, donc c'est pas harmonieux comme régime. Effectivement. Alors, et quel est le menu, on va dire, type d'un régime hyperprotéiné? Bon, le principe de base, donc, c'est d'utiliser les protéines, mais il faut toujours les associer à des légumes. Oui. Il ne faut pas utiliser un régime hyperprotéiné pur, c'est-à-dire comme par exemple, on parlait tout à l'heure du régime du camp ou d'autres régimes, où pendant 5 jours, une semaine ou une certaine période, c'est que des protéines pures. Bon, ça, c'est pas très conseillé, c'est pas très... Disons, c'est pas très médical parce que des retentissements au niveau des reins, c'est vite arrivé. Hein, effectivement, surtout les reins, quand ils prennent un coup. Voilà. Alors, ce qu'on leur conseille, c'est d'utiliser des protéines qui peuvent toujours associer à des légumes cuits à la vapeur ou des salades pour les fibres, justement, pour aider le transit avec un petit peu d'huile d'olive. Donc, ça graisse bien et puis on a un meilleur transit. Et aussi de consommer quelques fruits aussi. Hein. Ah, d'accord. Donc, voilà. C'est autorisé. Certains fruits. Comme pommes, la fraise, les pommes, la fraise, les kiwis, tout ça, pamplemousse, ça c'est bon. Qui sont faibles en teneur de sucre. Voilà, et assez riche en vitamine C aussi, qui est un antioxydant, donc on en a parlé. Alors si on doit donner un menu, par exemple au petit déjeuner, prendre son café ou son thé, bien sûr sans sucre, comme d'habitude,
un yaourt nature ou 200 grammes de fromage blanc, hein, d'accord, des flocons d'avoine avec du lait écrémé à 0%. Ça, c'est un petit déjeuner, donc c'est assez consistant. On peut aussi une collation au courant de la matinée avec une tranche de pain complet, un petit morceau de blanc de poulet, si on veut. Oui. Et le midi, alors c'est une entrée toujours protéinée, comme par exemple un fromage light ou du foie de volaille aussi. Donc savoir les préparer, bien sûr, pour donner toujours du goût à son alimentation. À son alimentation, effectivement. Avec ça, on va utiliser des viandes, poissons, œufs, volailles hein, en plat. Une salade pour les fibres. Hein, à base de une salade verte, une salade de verte, concombre, de laitue. de légumes verts de façon générale, riches en fibres, hein, assaisonnés. Avec une vinaigrette ou alors juste avec un filet d'huile d'olive ou alors un filet de citron? Une vinaigrette plutôt, avec citron ou vinaigre, avec un peu de moutarde, de l'ail aussi, donc on peut. Et un peu d'huile d'olive. Donc ça va donner une vinaigrette relativement relevée, ça donne pour améliorer les goûts. Voilà, toujours, c'est très important dans ces régimes. Hein. Et avec ça, pour finir son déjeuner, un yaourt nature ou alors une galette de sang d'avoine qu'on prépare avec du blanc d'œuf et du sang d'avoine. Hein, d'accord ? Voilà. L'après-midi aussi un goûter, alors un yaourt nature ou un fromage blanc ou même une petite pomme verte, ça serait bien. Oui. Et le dîner, une salade variée avec du thon naturel par exemple, mais pas du thon à l'huile, du thon exactement, à l'eau, celui qui est à l'eau. Voilà, un poisson grillé ou un poulet rôti et un fruit de saison le soir, ça serait bien. Ah, très bien. Alors, une toute dernière question, docteur. Alors, quelle est la durée justement du régime hyperprotéiné ? Eh bien, la durée du régime hyperprotéiné, elle est définie en fonction du nombre de kilos qu'on veut perdre. Ou bien, est-ce que c'est un régime qui a été destiné à une stabilisation d'un régime hypocalorique? Parce qu'on peut enchaîner dans un régime hypocalorique pour faire sa stabilisation, on passe à un régime hyperprotéiné. Donc, tout dépend de l'indication de ce régime hyperprotéiné. Et ça peut varier de à? Oh, bon, c'est de une semaine à plusieurs semaines. On peut pas, c'est interindividuel, on ne peut pas donner une fourchette de temps comme ça. Hein. Je vous dis, c'est en fonction du poids qu'on veut atteindre. Très bien. Alors, si on a à choisir entre un rééquilibrage alimentaire et le régime hyperprotéiné, vous, en tant que médecin spécialiste en nutrition, vous allez, on va dire, nous conseiller, qu'est-ce que vous allez nous conseiller ? Alors, ce que je peux vous donner comme conseil, vous pouvez par exemple, ce que j'utilise moi avec mes patientes, on entame un régime hyperprotéiné, donc il n'y a pas une rééducation alimentaire puisque le régime il est un petit peu dissocié, il y a beaucoup plus de protéines que dans la normale, et quand on veut arriver vers le but qu'on s'est fixé, à ce moment-là, on essaie de faire une transition vers un régime crétois, c'est un régime méditerranéen, comme un régime à base de légumes, énormément de légumes, de fruits, et on revient même vers les glucides et les lipides, hein, mais en quantité bien définie. Donc, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, on fait le régime hyperprotéiné et on fait sa stabilisation avec un régime méditerranéen. Ah, d'accord, très bien. Le régime méditerranéen est l'idéal dans la rééducation alimentaire. Juste une dernière, une dernière précision. Alors, il y a des personnes il y a des nutritionnistes justement qui prescrivent, qui interdisent plutôt justement catégoriquement pendant le régime de prendre quel que soit le sucre et quel que soit le sel. Bon. C'est-à-dire éliminer carrément le sel de notre alimentation et éliminer carrément le sucre de notre alimentation. Bon, on va commencer par le sel, s'il n'y a pas une indication médicale. Bien sûr, la consommation du sel doit être toujours modérée, hein, ça c'est évident. Un excès de sel n'est jamais bon, même pour une personne en bonne santé. Donc, je vous conseille déjà, la première des choses, de ne jamais laisser la salière sur la table. Effectivement. Ça, il faut la supprimer. Il faut saler juste ce qu'il faut. Pendant la cuisson, et puis c'est tout. Donc le sel, je ne vois pas l'utilité de l'interdire catégoriquement
pendant un régime, s'il n'y a pas une indication médicale. Hein, Très bien. d'accord. Donc on demande une réduction du sel, bien sûr. Voilà. Concernant les sucres, bon, c'est vrai que les sucres représentent une grande partie de notre Énergie. En fonction de la personne, toujours en fonction du poids, etc. On va réduire. Et en fonction de ce qu'on veut obtenir, si on veut par exemple obtenir une cétose nutritionnelle, comme on en parlait tout à l'heure pour brûler des graisses, etc., il ne faut pas dépasser 50 grammes de glucides par jour. Ah, très bien. Voilà, par exemple. Et sinon, on peut faire un régime qui peut être hypocalorique, mais qui peut être normoprotéiné, avec des glucides et des lipides. Très bien. Alors, docteur Bouklia Hassan, vous associez vos régimes à une activité physique, je suppose. L'activité physique, s'il n'y a pas de contre-indication, même en dehors des régimes, elle est indiquée. Donc même pour une Elle est personne, indispensable. voilà, même pour une personne en poids normal, on leur conseille toujours de bouger, de marcher, de faire du sport. C'est très bon pour la santé, c'est très bon pour le moral, c'est très bon pour les hormones, c'est très bon pour tout. Et c'est anti-stress. Hein. Donc moi, je conseille beaucoup de sport en plein air plutôt que du sport en salle. En salle, très bien. Voilà. Eh ben, oui, avec l'arrivée du beau temps et le printemps, donc ça nous encourage un petit peu à y aller, à sortir. Juste une sortie en famille, on peut faire, pourquoi pas, de la marche, des randonnées quand même. Ça c'est du sport. C'est très donc, bon. et sans plus tarder. Alors, merci beaucoup, Mais je docteur. vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et la prochaine fois, on parlera de peut-être la prise en charge de la cellulite et des obésités localisées. Très intéressant, ça. Voilà, au moyen d'appareils, donc parce que ça ne peut pas se faire au moyen de régime uniquement. Donc il faut associer aussi de. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, sans plus tarder, on va y aller faire une petite séance de sport avec notre coach sportif, Zakaria, et on se retrouve juste après. Alors, dans cette période de confinement, on sait que tout le monde est à la maison. Histoire de bouger un peu et de faire un peu de sport, on va présenter quelques exercices à faire chez soi-même. Alors on va commencer avec un exercice d'échauffement un peu. On appelle ça des jumping jacks. On va faire 30 secondes. Pour les gens qui sont un peu chef de le sport et pour les débutants, ils peuvent varier entre 10 et 15 secondes. On va commencer par le premier exercice. Alors, moi j'ai fait 30 secondes. Comme j'ai dit, pour les personnes débutantes, ils peuvent aller entre 15 secondes jusqu'à 20 secondes. C'est en fonction du niveau de l'athlète. Et pendant le temps de repos, on essaye de respirer un maximum, de bien se reposer, surtout de se tenir très très droit. Et pour mon cas, je vais faire 20 secondes de repos. Pour d'autres personnes, ils peuvent aller jusqu'à 30 secondes. Ça varie entre 10 secondes et 30 secondes. Voilà. Et on va enchaîner avec un deuxième exercice. On appelle ça des squats, des jump squats. Cet exo consiste à ouvrir les jambes par rapport aux épaules, descendre un max tout en maintenant le dos droit. Voilà. Les jambes assez écartées, les genoux vers l'extérieur. On va enchaîner avec 30 secondes de jumping jack. Pour les débutants, 15 secondes à 20 secondes. Allez. N'oubliez surtout pas de bien respirer durant l'exécution.
consiste à faire des élévations de genoux. C'est un exercice assez cardio. On va rester sur le même tempo, genre 15 à 20 pour les débutants et 30 secondes pour les avancés. Allez. Vous pouvez faire ça, trois séries de ces 4 exos chez vous. Merci, bonne journée. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Eh bien, il est question aujourd'hui de parler de notre Derija avec Dr Abdou Elimem. Alors, il est docteur d'État en linguistique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh ben c'est moi. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une langue maternelle? Ah, voilà ma question pour démarrer. Ben oui, il faut toujours démarrer par quelque chose. Hein? Voilà, voilà. Alors, une langue maternelle, c'est d'abord le rapport entre la biologie et la culture. Pourquoi? Parce que les enfants naissent, tous les humains naissent, avec dans leur cerveau une zone réservée au langage, avec plein de mécanismes de nature nerveuse. Et lorsque l'on arrive à la vie, le contact avec les autres va susciter cet appareil qui est le langage, et à partir de là, l'enfant va combler cette demande, cet instinct, par des sons. Et progressivement, il va faire coïncider les sons qu'il prononce avec ceux de son environnement. Alors, le petit nourrisson, par exemple, il va dire doudou. Oui. Et ça veut tout dire. Ça veut dire j'ai faim, où il est papa, ça c'est des chaussures. Il utilise ce mot pour tout. Pour tout. C'est-à-dire que dans sa tête, le sens est déjà là, mais il n'a pas encore la formalisation sonore. Alors, progressivement, doudou va devenir chaussure, chaussures, etc. Oui. Et donc, progressivement, l'enfant va rentrer dans la langue de ses parents. C'est ça la langue maternelle. Donc, la langue maternelle, c'est en quelque sorte la base vitale pour tout humain, à partir de laquelle il accède à la culture. Si on l'empêche, on empêche l'accès à la culture et on développe des phénomènes de violence et autres. Très bien. Alors, on parle beaucoup plus de Derija, le dialectal. Alors, en Algérie, il y a plusieurs Derijet. D'ailleurs, ça varie de région en région. Déjà, quand on parle Derija Terna, Tawaharan, donc ils disent ah, hada min Waharan, c'est bon. Ah, hada min Asima. Ah, hada min Sharq. Donc, on peut déterminer la région du dialecte par Derija Terna. Alors, que veut dire Derija déjà? Alors, déjà, je reviens sur ce que vous venez de dire. Ce que vous disiez, c'est la distinction des accents. Exactement. Pas des dérigettes, des accents. Ah, d'accord. Ah oui, des accents. Si vous prenez un oriental, un moyen-oriental, et vous faites parler un Marocain, un Tunisien, un Algérien, il va vous dire c'est la même langue. Oui. Pour lui, c'est la pareil. C'est tout. Donc, une langue, c'est surtout le regard des autres, hein, parce que nous-mêmes, on va rentrer dans les différences, mais l'autre nous regarde de manière globale. Alors, le mot Derija ne convient pas. Pourquoi? Parce que Derija, ça veut dire qu'on est un dérivé de quelque chose qui est matriciel, une langue mère, à partir de laquelle on dérive. Oui. Et moi, je démontre avec l'histoire de cette région à l'appui que notre langue Derija, elle vient du punique. Elle est là depuis 3000 ans.
Il y a 3000 ans, déjà, cette langue commençait à être parlée ici, et elle a continué. Au contact des autres langues, elle a évolué. Et au contact de l'arabe, elle a appris beaucoup, c'est vrai. Mais c'est Elle s'est formée. Elle a emprunté. Emprunté. Ah oui, nous on emprunte. Ben oui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, moi j'appelle ça le maghrébi, parce que c'est une langue qui est partagée par tous les gens du Maghreb. Et bon, on dit Darija par facilité, mais en réalité, notre langue existait avant même l'éclosion de la langue arabe. D'ailleurs, je vous ai posé ces deux questions, c'est pour arriver justement à l'annonce de votre ouvrage après Tamazight, la Darija, le Maghribi. Alors, nefahmouha guer, nahadrouha guer. Donc ça, c'est votre ouvrage. D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs? Oui, alors, donc cet ouvrage, je me suis dit qu'il y a aujourd'hui un débat sur les langues maternelles. Et il est important, après la consécration de Tamazight par la Constitution, et ça a été un combat démocratique honorable à laquelle il faut tirer chapeau, donc c'est bien. Maintenant, j'ai dit, une fois que ça s'est fait, et Darija, qui est parlé par 85 voire 90%, parlé par 85-90% de la population, sinon plus. Pourquoi cette langue? On dirait que tout le monde parle Darija. Quasiment, mais il y a peut-être des vieux, tout ça, qui parlent encore que des langues berbères ou autres. Ah, d'accord. Mais donc, pourquoi cette langue, elle n'a pas de statut? Pourquoi elle n'est pas protégée par la loi? On est indépendant depuis 60 ans, donc il serait bon que cette langue soit défendue. Alors, pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Je montre que historiquement, ça ne se justifie pas, puisqu'on vient du punique. Donc on a 3000 ans d'existence ici. Cette langue, elle a 3000 ans d'existence. On ne peut pas balayer 3000 ans. Deuxièmement... C'est une vie. Moi, je me dis 3000. Ouais, je me dis, Goulé. Alors, il y a ça. Deuxièmement, depuis le contact avec la langue arabe, ça, c'est une partie de l'histoire qu'on connaît mal. C'est grâce à Darija, c'est-à-dire le Maghribi, que l'arabe a pu s'implanter en Algérie. Il n'y a pas eu arabisation, parce que déjà on parlait cette langue. On parlait cette langue. Donc lorsque on vient... Déjà l'arabe existait. Déjà, non pas l'arabe de Darija, le punique, qui a évolué. Existait déjà. Voilà. Lorsque l'arabe arrive, la langue arabe et la langue punique viennent de la même racine, c'est des racines sémitiques. Donc elles se ressemblent. Elles se ressemblent. C'est ce qui a favorisé le contact avec les musulmans qui arrivent au 7e siècle et qui a facilité la pénétration de l'islam. Effectivement. Mais on n'a pas arabisé les populations. Ceux qui parlaient berbère continuaient, ceux qui parlaient Darija de l'époque continuent leur Darija. Mais avec l'islam, on a appris. Par exemple, tous les termes juridiques, religieux, tout ça, on ne les avait pas. On les a intégrés. C'est comme ça que notre langue est devenue le maghribi, puisqu'elle était parlée dans tout le Maghreb de la même manière à peu près, avec des accents régionaux différents, c'est vrai. Mais elle était parlée de plus ou moins dans la même. Voilà. Alors, c'est avec ces arguments-là que je me suis dit, il faudrait peut-être attirer l'attention et dire pourquoi on ne la reconnaît pas, pourquoi on ne la protège pas, puisque tout le monde la parle. Très bien. Alors là, je vais vous poser une question que vous allez trouver d'ailleurs bonne. Très bien. Alors, quel avenir pour la Darija chez nous? Alors oui, la Darija, d'abord nous avons une littérature qui a 1000 ans. 1000 ans de littérature disponible. Ça vient du Adab Zajel, le Melhoun, jusqu'à de nos jours, Sha'bi, etc., sans compter le théâtre, les contes, les proverbes. Donc on a une masse de 1000 ans de littérature, avec 3 siècles de littérature française, le français est devenu langue universelle. Nous, on a 10 siècles de littérature, on les ignore, on dit bon, allez, on va chercher ailleurs. Oui. C'est dommage. Donc on a le matériel nécessaire pour, dès demain, passer à cette langue. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est contre l'arabe? Pas du tout. Non. Pas du tout. Et c'est ça l'erreur des gens. C'est de croire que Darija... Non, Darija et l'arabe ont fonctionné ensemble. Si on enlève un à l'autre, il s'écroule. Comme on dit, ça va de pair.
ça va de pair, mais même c'est une solidarité physiologique, presque. Aujourd'hui, si on écarte déjà de l'arabe formel, ça veut dire qu'on ne peut plus expliquer ni le Coran ni rien du tout. Ça ne fonctionne pas. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si on enlève l'arabe, on va perdre notre âme quelque part. Donc ils vont ensemble. Effectivement, d'où d'ailleurs vous avez fait un chapitre sur faire émerger la nation algérienne sans sa dérija. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, on est là, puisqu'on parle de démocratie avec le Hirak et tout ça, c'est bien. Ça veut dire c'est une société qui se prend en charge, qui commence à devenir adulte, qui commence à voir l'avenir. Voir l'avenir, c'est avec sa langue, la langue maternelle. Et la langue maternelle, comme on le disait tout à l'heure, elle est liée au cerveau. Donc on ne peut pas l'enlever ni la faire oublier. Ça, c'est clair et net. Les neurosciences contemporaines vous le démontrent. On ne peut pas changer quelque chose qui est structurel dans le cerveau. Sauf si on est malade. Ah bah oui. Ouais, voilà. Mais sinon, on ne peut pas. Donc, c'est le bilinguisme. Il faudrait qu'il y ait Derja avec l'arabe. Il faut qu'il y ait Tamazight avec l'arabe. Il faut qu'il y ait le français avec Derja et l'arabe. C'est comme ça qu'on va émerger. Mais si on écarte Derja, on va écarter 85% de la population de son avenir. Et si on va aller vers la démocratie, je crois que c'est un petit souci qu'il faudra lever. Et moi, j'invite les gens à y réfléchir et puis lire le livre parce qu'il est disponible. Hein. Ah, il est disponible dans les librairies. Il le commande. Ah, très bien. Donc, après Tamazirt, la Derja, le Maghribi, alors c'est Nefahmou Hagar, Nahadro Hagar. C'est-à-dire, on comprend tous notre Derja et puis on le parle tous d'une façon ou d'une autre. Des fois, quand on part vers Alger, c'est qu'on arrive justement à parler la Derja de l'algérois. On arrive aussi de parler du côté de Cherk. On arrive à... On s'adapte vite. Exact. On s'adapte vite. Parce qu'il y a un fond commun, ce que j'appelle le Maghribi. Exactement. Donc, des éditions France Fanon. Donc, c'est ça. Donc, il est commercialisé depuis quand? Alors, depuis le mois de... ça va faire presque un an. Ah, quand même. Mais avec la pandémie, tout ça, il n'y a pas eu beaucoup de... Eh bien, on reprend nos vieilles habitudes. Eh bien, il faudrait. C'est bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Abdou Elimem. Ce fut un plaisir. C'est moi. Ce fut un plaisir. Donc, vous aimez... Quel style musical vous aimez écouter? Franchement, j'adore le jazz et le blues. Ah, d'accord. Eh bien, non. Mais ça m'arrive. Ça m'arrive d'écouter de l'Andalous quand même. Ouais. Ah, ben oui, c'est une très belle musique d'ailleurs. Voilà. Alors, donc là, je vous invite carrément à un autre style, à suivre avec nous une très belle chanson interprétée par le rossignol de la chanson rail. Eh bien, on nommerait Cheb Mami. تميل سحرة عقلي وعيني يضرب تزعزع خاطري نص الليل ورحت شوار اللي بيا سيدي كيفاش تميل سحرة عقلي وعيني يضرب وصلت لها سمعت القدغاب وحلت البواب عليا وصلت لها سمعت القدغاب وحلت البواب عليا وحلت الباب عليا قالت تدب لي وقالت نعم نص الليل وشبك ليا عذرين جابني الغرام وعن حين تبسمت ليا قالت تدب لي وقالت نعم نص الليل
عجبك اليوم عادريني جابني الغرام وعند حين تبسمت اليوم نبغيك والكذب حرام وفيك سبيغين ويتيوم هيك نبغيك والكذب حرام وفيك سبيغ غير انت يوم وفيك سبيغ غير انت يوم سحرت عقلي وعيني زعزع خاطري نص الليل ورحت شوار زعزع خاطري في نص الليل. Je la connais pas. Je suis pas rossignol non plus. J'ai pas une très belle voix pour chanter. Eh bien, Coral, c'est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie. Et sans plus tarder, on va parler de les nouvelles tendances de l'architecture d'intérieur afin de rafraîchir nos intérieurs, justement, pour nous y trouver très bien. Alors, bonjour, Nouha Haddaoui. Bonjour. Ça va? Très bien. Bien? Oui. Alhamdulillah. Alors, quelles sont les nouvelles tendances de 2021? Alors, cette année, il y a eu un retour vers plusieurs styles. Il y a notamment le retour vers les 80s, vers les années 80. Il y a aussi un retour... On a vu d'ailleurs le retour de la laine, le retour de, de beaucoup de... Alors, même les couleurs, on en a parlé. Il y a eu un retour vers des styles anciens. Il y a aussi le retour vers le style rétro. Il y a quelques éléments qu'on va voir. On peut voir les photos. Dans un petit moment. On parle d'abord. Ok. Donc, on va voir qu'il y a des éléments qui vont mettre à jour nos intérieurs, qui sont vraiment très subtils, faciles à obtenir. De rafraîchir notre intérieur. Voilà, c'est exactement ça. Et de quelle façon, d'ailleurs, on peut rafraîchir notre intérieur? Justement, c'est avec ces éléments. Moderne. Voilà, c'est exactement ça. C'est le remettre au goût du jour, c'est d'avoir des éléments tendance chez soi. Et en même temps, c'est de changer de look en quelque sorte, sans dépenser des fortunes. C'est ça l'idée. C'est de ne pas faire des travaux, de ne pas forcément refaire la peinture, etc. Mais c'est de rajouter des éléments. Ça fait toujours plaisir d'acheter de la décoration. Ah, ça c'est sûr. Oui, c'est de rajouter des éléments qui vont faire que nos intérieurs vont être des intérieurs très tendance. Très bien. Oui. Alors, on va voir tout de suite les photos avec notre Choukri, Sari, notre script. Très bien. Alors, arrêt sur image, hein, surtout. Hein. Là, c'est le Face Line Art. Oui. C'est des lignes abstraites qui s'inspirent de Picasso principalement. Et c'est une seule ligne qui va faire une silhouette, un visage, etc. On peut en trouver en cadre, on peut rajouter une collection de cadres en quelque sorte. Oui. On peut en avoir sur le mur. Sur le mur, effectivement. Moi, j'ai vu ça sur les murs. Oui, sur le mur, sur des coussins, sur de la vaisselle. Donc, le Face Line Art, c'est très en vogue cette année. Très bien. Oui. La deuxième image. Et arrêt sur image, s'il vous plaît. Oui. Là, c'est tout bête, je vais dire. C'est juste des fleurs séchées, mais qui sont super tendance cette année. On peut se les procurer facilement. On peut en rajouter, on peut en mettre à l'intérieur. Alors, chez nous, à la maison, on les a mis, on sèche les roses et on les met, parce que sur la table, il y a quand même une espèce de verre qui couvre la table. Donc, entre la table et ça donne un très beau décor. Ça donne un très beau résultat. Et cette année, c'est à la mode. Ah ben ça va alors. Tant mieux. Donc, je suis à l'air du temps. Donc, ça va. Alors, la troisième photo, s'il vous plaît. Là, c'est le velours. Alors, pour le velours... Qui revient en tendance cette année. Oui, très tendance. Là, alors, le velours, on peut penser que c'est une matière vieillotte. Alors qu'on peut la rafraîchir. Oui, mais cette année, elle débarque dans les tendances et elle apporte un cachet, elle apporte de la douceur et en même temps une touche de rétro à nos intérieurs. Donc, on peut en mettre... Alors, vous, en tant qu'architecte d'intérieur, vous aurez choisi quelle couleur? Alors, il y a les couleurs sombres surtout cette année. Le velours, il revient
Le bleu nuit. Oui, Ben voilà, ça veut dire que alors nous, on la est couleur moderne, hein. ici, elle est super, oui, elle est dans le sujet, dans le vif du sujet. Alors on peut en mettre en fauteuil, canapé, coussin, rideau. Donc si vous pensez à changer vos rideaux, ça serait bien d'en acheter en velours cette année. Ah d'accord, Oui. très bien. Une autre photo, très bien. Alors là, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi aussi. C'est le mix des matières. Ah oui. On choisit des matières naturelles, notamment de la céramique, du bois, etc. Et on les mixe et ça donne vraiment quelque chose de très très moderne et de très joli. On en trouve aussi dans des tables. Vous avez vu les tables avec du bois et de la résine pour couvrir. Effectivement. Et c'est super joli. Et c'est très tendance. C'est très très tendance et ça rapporte beaucoup à l'intérieur. Effectivement. Oui. Alors, la 4, voilà. Là, c'est la céramique. Oui. La céramique, elle a un point très très fort, c'est qu'elle peut transformer nos objets du quotidien en objets d'art. Pourquoi? Parce qu'elle rapporte une touche artisanale et une touche d'authenticité. Donc, on peut récupérer des anciens bocaux, Bien par sûr, exemple, on va et en les parler. repeindre. Oui, on va en parler par la suite. Même les objets chinés, la récupération, elle est conseillée cette année. Donc la céramique, pour clôturer avec elle, c'est des éléments très très basiques, très très simples, les éléments du quotidien qu'on peut acheter en vaisselle ou autre, et tout de suite, ça transforme une pièce. Effectivement, Oui. ça c'est vrai. Oui. Les articles de décoration, ils transforment beaucoup. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, Là, on parle des motifs floraux ou végétaux, surtout les motifs floraux. Non, bon, là, on est passé vers autre chose. Ça, c'est plutôt la tendance qui revient vers le mobilier rétro oui. et le mobilier en rondeur. Cette année, c'est... l'arrondi. Oui, C'est l'arrondi. l'arrondi. Les fauteuils ronds sont vraiment très tendance cette année. très tendance, oui. Donc, ceux qui veulent seulement aménager, ils peuvent aller vers ce genre de style. De style, oui. Très bien. La prochaine, voilà. Alors là, c'est le zellige, quelque chose que j'adore. Surtout alors en là, salle de bain. Salle de bain, oui, même dans les crédences d'une cuisine. Zellige, il a été réapproprié par les Occidentaux en quelque sorte. Et il a été retravaillé, ça apporte une touche minimaliste en quelque sorte à l'intérieur. Et d'ailleurs, on a vu même une très belle couleur d'ailleurs. Oui, c'est une très belle couleur, oui. C'est du vert d'eau, plutôt, oui, c'est du vert d'eau, c'est plutôt ce nuancier-là de couleur de vert d'eau, vert pastel, qu'on voit souvent en matière de zellige cette année. Très bien. Voilà. Là, c'est aussi très simple, oui, c'est l'osier et le rotin qu'on peut rajouter, soit accrocher des éléments au mur, soit carrément mettre des paniers, etc. Des fois, on dit que l'osier, on peut l'utiliser que dans les décorations de l'extérieur de la maison. Non, pas du tout, parce que quand on rajoute des éléments en osier ou bien en rotin, on fait appel à un style rustique. On fait entrer le style rustique chic en même temps vers l'intérieur et c'est très chaleureux. Donc, justement. Et ça se marie avec plusieurs styles. On n'est pas obligé d'avoir uniquement du rustique chez soi ou aménager uniquement avec de l'osier. Non, on peut mettre une pièce maîtresse. Voilà, ça c'est la pièce qui va apporter la chaleur à cette pièce. Oui. Très bien. Oui. Une autre photo. Très bien. Là, on parlait de la récupération tout à l'heure. Oui. Donc, la récupération, les objets chinés et le second main sont hyper en vogue cette année. Ah, très donc, bien. Si vous avez des vieux meubles de vos grands-mères, je ne sais pas, qu'on vous donne des meubles. On peut leur donner une autre... Oui. Et là, la récupération, elle fait aussi appel au DIY, les do-it-yourself. Donc, on peut retravailler, penser, mettre une nouvelle couleur. Ça rafraîchit un petit peu. Ça rafraîchit et ça donne des pièces uniques qu'on ne va pas trouver dans le commerce. Ailleurs. Après. Non, on ne va pas les trouver ailleurs, non. Donc, c'est aussi très conseillé, surtout que d'un point de vue budgétaire, ça ne coûte pas cher parce qu'on va juste récupérer. Juste récupérer, oui. C'est de la récupération. Oui, et c'est une très bonne solution dans un intérieur. Pour avoir sa propre décoration. Voilà, pour avoir une pièce qui n'est pas comme les autres et en même temps faire de la récupération parce que les DIY sont devenus tendance depuis plusieurs années. Et là, si on fait ça, on a carrément
fait attention à sa poche. À sa poche, exactement. On aurait fait des économies quand Oui, même. exactement. On fait des économies. Oui. Et en même temps, comme je l'ai dit déjà, on va avoir des pièces uniques. Uniques. Oui. On a une autre image. Voilà. Très bien. Alors là, c'est Arrêt le sur image, Perazzo. s'il vous plaît. Laissez-la un peu plus longtemps, oui. Alors là, c'est granito. Granito. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que cette matière a été utilisée, était très très en vogue durant les années 20. Ensuite, il y a eu une overdose de cette matière. On l'a carrément laissé tomber. Pas chez nous, hein, surtout en Europe. Mais cette année, il y a eu un comeback de malade. Justement, oui, c'est un grand retour du granito. Très, très, très grand retour. C'est une... alors, à l'origine, c'est quoi? C'est un revêtement de sol composé de pierres naturelles, de marbre, de ciment, le tout pensé. Et ça crée des motifs très, très intéressants. Cette année, le petit point en plus, c'est les coloris qui changent. Donc, on peut avoir plusieurs coloris. On peut même en avoir en papier peint dans un intérieur. Vous voyez très bien que dans la salle de bain, il est utilisé. Dans la crédence de la cuisine, il est utilisé également en revêtement de sol et même en papier peint. Donc, justement, cette année, il y a eu le retour du papier peint. Oui, le papier peint, il a fait un comeback depuis déjà plusieurs années. Mais cette année, c'est vraiment les éléments végétaux, floraux qui sont vraiment... oui, très, très... Voilà. Très, très tendance. Très bien. Alors, merci. Je vous en prie. C'est un plaisir. Eh bien, on a eu quelques idées pour rafraîchir notre intérieur et lui donner une touche de modernité. Et bien sûr, cette touche de modernité, on vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée et restez toujours sur votre chaîne Canal Algérie avec, on va dire, un mélange de programmes très diversifiés et j'espère qu'on répondra à vos attentes. Donc, au revoir.